Nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre pour nous ce matin. Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité et on vous souhaite une excellente semaine. Cette semaine, nous nous installons à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila pour vous faire découvrir cet orphelinat qui accompagne les enfants en situation de rue, les orphelins, les enfants en situation de détresse. On va notamment en parler dans un instant. Et aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, on apprend à mieux philosopher et sinon à mieux réussir nos devoirs de dissertation et de commentaires philosophiques avec un professeur certifié de philosophie. Il est également passionné de cette matière. Monsieur Miguel Kwame est notre invité. Il sera là dans un moment. Et aujourd'hui également, nous parlerons d'autres sujets parce que vous l'avez vu pendant le week-end, on a parlé donc de tentative de coup d'État, énième tentative de coup d'État au Burkina Faso. On sera avec la CNAVC pour justement revenir sur cet aspect. Et plus tard, on recevra un artiste. Vous le voyez, c'est vraiment un décor planté avec beaucoup d'invités riches en termes d'informations. Alors, on vous invite à vous installer confortablement. L'aventure commence maintenant. Débutons l'aventure avec la rubrique à la découverte 2 et on part tout de suite maintenant à Lumbila pour vous présenter ce site que vous connaissez très bien. Pour certains, c'est plus pour le pain au sésame, mais il faut dire que l'orphelinat est là pour notamment accompagner et recevoir les enfants en situation de détresse. Donc, nous partons à la découverte de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila qui est situé à Lumbila. Cet orphelinat est un centre qui accueille et accompagne les orphelins et enfants en détresse de 0 à 18 ans. Il a été fondé au Burkina par les travailleuses missionnaires de l'Immaculée en 1995 et est situé à environ 18 km au nord-est de Ouagadougou sur la nationale numéro 3. Ce centre fonctionne principalement grâce aux dons de diverses personnes et associations. Cette aide n'étant toujours pas suffisante, des activités d'autoprise en charge ont été initiées par les travailleuses missionnaires de l'Immaculée. Ces activités sont entre autres l'élevage de bovins, de caprins et de volailles. On a également la culture de spiruline, le maraîchage et la gestion d'une pizzeria. Donc, dont vous connaissez certainement les fruits, parce que dans la pizzeria, il y a la boulangerie qui est la principale source de revenus pour financer l'enseignement à l'école. La pizzeria de l'orphelinat est très reconnue pour son fameux pain au sésame qui est très prisé par les Ouagalais. Accueillir, éduquer et former des enfants orphelins ou déshérités en fait de faciliter leur insertion dans la société en les rendant autonomes et responsables sont notamment les objectifs principaux de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Tout au long de cette semaine, nous allons vous amener à écouter plusieurs témoignages de sœurs de l'orphelinat et même des enfants qui ont pu par la suite s'insérer dans la société après leurs études au sein de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Vous entendrez également des sœurs qui s'occupent des enfants dans cet orphelinat. Et comme chaque lundi, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour les informations. Bonjour et bienvenue Elhaj. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. Premier lundi du mois de janvier 2026. C'est ça. En tout cas, bon mois de janvier encore. Et on va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, abattoir frigorifique de Bobo, les occupants installés illégalement ont été déguerpis hier. Vente d'armes par les États-Unis à la région de Taïwan, une atteinte à l'intégrité territoriale de la Chine. Autant le dire, tentative de coup d'État, les Burkinabés n'en ont pas besoin. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, les opérations vont se poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières. Actu commentaire, arrestation et extradition de Maduro, Trump le plus fort. À la suite du journal L'Express du Faso, place au journal Citoyen. À la une de Citoyen, soutien à la transition, Burkina Rempart sonne la mobilisation à Naïrou. Scolarisation des filles, le projet Demousso Kalan Yiriwa lancé. Éditorial, une nation en marche, tentative de déstabilisation, la veille citoyenne met en garde. L'homme de l'année 2025 de la rédaction,
le commandant Ismaël Sombier. Nouvelle du front, les terroristes subissent des revers sur plusieurs fronts. Confrontation Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, retour sur la dernière rencontre remportée par les étalons. Abattoir frigorifique des Bobos du Lasso, la brigade La Balle déguerpit les occupants illégaux. Inhumation du grand imam de Ouagadougou, Aboubakar Kassim Sana repose désormais à Koulouérin. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Les Quotidiens. À la une donc du quotidien Nouvel An, le ministre de la Santé accueille le premier bébé de l'année au CHU de Bogodogo. Message du président du Faso à l'occasion du Nouvel An. La guerre va continuer à s'intensifier et notre armée va continuer de monter en puissance. Révolution progressiste populaire, une énième tentative de coup d'État déjouée. Le voyageur de Guéna, abattoir frigorifique des Bobos, déguerpissement musculé des occupants illégaux des Dougou et nourrissons repêchés morts dans une fosse septique RN7, 63 passagers sauvés dans l'incendie d'un car de transport en commun. Religion, le grand imam de Ouaga a rejoint sa dernière demeure. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, vœu du Nouvel An 2026 au chef de l'État, le Burkina Faso, du chef de l'État donc, le Burkina Faso toujours debout. Opération Absolute Resolve au Venezuela, vue d'Afrique, le Mozambique, le Nigeria encore et la RDC doivent craindre. 3 janvier 2026 au Burkina Faso, la veille citoyenne sonne le corps nocturne contre un coup d'État en téléchargement news du jour. Le grand imam Aboubakar Sana repose à Koulouérin. Le ministre de la Défense, Célestin Saint-Poré, promet général de division. D'un vœu à l'autre, ZEF de l'UPC qu'en 2026, tous les déplacés regagnent leur domicile. Ablacé de Faso autrement, garder la foi en notre capacité collective. Cannes Maroc 2025, épique début des huitièmes de finale. En attendant, Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire, un derby devenu géopolitique sous-régional. Place à présent au journal Le Pays. À la une du pays, fonds de soutien patriotique, plus de 212,8 milliards de francs CFA mobilisés en 2025. Ibrahim Traoré, président du Faso, nous ferons en sorte que cette révolution aboutisse. Nouvel an, ce qu'il souhaite de meilleur pour le Burkina Faso. Protection sociale des transporteurs, désormais un laissez-passer appelé carte d'affiliation exigée. Développement au Burkina, le PN2 2026-2030 évalué à 36 000 milliards de francs CFA. Confidence du week-end, recrudescence d'incendie de véhicules, des mesures à prendre. RN7, un véhicule de transport en commun prend feu. Circulation routière, 345 décès enregistrés dans 15 614 accidents en 2025 selon la BNSP. Nous terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs lutte contre le terrorisme, le mur de glace qui a brisé les sanctuaires de l'ennemi, lit dans le discours Nouvel An du président du Faso. Capture président vénézuélien par les USA, or noir sombre de s'installer dans Commenton l'événement. Le ministre de Défense général de division, cadeau de Nouvel An, 3 étoiles pour Célestin Saint-Poré Burkina. L'FDS neutralise plusieurs terroristes spécialisés dans l'usage de drones explosifs selon AIB. Altercation présumée entre Bertrand Traoré et le préparateur physique, la FBF dément formellement. Obsèque Imam Sana, hommage interreligieux à un artisan du vivre ensemble. Merci beaucoup, Elage, pour ces différents titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par ce qui a marqué vraiment le Burkina ce week-end. Tentative, ou on va dire énième tentative de coup d'État au Burkina. C'est avec une grande surprise que les Burkinabés ont appris cette énième tentative, comme vous l'avez dit, de déstabilisation du pays, des hommes intègres, de remettre en cause cette marche radieuse
de la révolution progressiste populaire menée par le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, avec l'accompagnement du peuple burkinabé. C'est vraiment à ne rien comprendre par rapport à certaines personnes qui persistent à remettre en cause cette marche du pays vers la reconquête du territoire, vers la souveraineté, vers l'indépendance, vers le progrès. Il a fallu qu'on puisse écouter, n'est-ce pas, les audios qui ont circulé, même si nous attendons un communiqué officiel du gouvernement pour nous situer. On attend effectivement, mais je pense que ça sera tardé puisque par le passé aussi, on a eu droit à un communiqué officiel des autorités nationales concernant cette information capitale et qui effectivement laisse penser que l'impérialisme n'a pas reculé. Et comme l'a dit Thomas Sankara, c'est un mauvais élève. On le chasse aujourd'hui, il revient demain. Il faut aussi savoir que cette lutte-là, qui consiste pour les uns à tout faire pour arracher leur indépendance, pour arracher leur souveraineté, est également perçue par d'autres personnes comme une défiance à leur autorité. Surtout quand on regarde l'histoire, quand on revisite l'histoire, alors on se rend compte que les grandes puissances ont toujours voulu mettre les pays qu'ils considèrent comme leur protection, comme leur protectorat, sous leur joug. C'est à nous maintenant, en tant que population, en tant que peuple, de savoir qu'en réalité, cette terre nous appartient. Ce pays nous appartient. Et les choix stratégiques que nous menons doivent être dictés par notre propre volonté et non pas des agendas extérieurs. Donc ceux qui pensent en réalité qu'ils peuvent changer cette manière de voir les choses, je pense que ces personnes-là se trompent. Parce que aujourd'hui, nous sommes en 2026, on n'est plus dans les années 1990 ou 1970, etc., où on pouvait berner en fait le peuple. On pouvait diaboliser les dirigeants par des dépêches, par des médias interposés pour vous amener à vous désolidariser de vos dirigeants. Même si nous avons des problèmes avec nos dirigeants, c'est à nous de régler ces problèmes. Ce n'est pas vous, de l'extérieur, qui doivent venir le faire. Je pense qu'avec le temps, les gens ont compris qu'en réalité, ces pays qui prêchent la bonne gouvernance, qui prêchent la démocratie, ne sont pas en réalité des bons modèles, des bons exemples. Parce que ce qui intéresse ces pays-là, c'est la sauvegarde de leurs intérêts. C'est à nous, Burkinabés, c'est à nous, Africains, de savoir qu'en réalité, c'est nous qui devrons tout faire pour donner de l'espoir à nos populations. L'espoir ne doit pas venir de l'extérieur. Et c'est tout cela qui confirme et qui conforte les initiateurs de la création de l'AES. Parce que ce regroupement géopolitique, géostratégique et politique a permis de faire comprendre aux populations les différentes manigances qui sont orchestrées par des forces extra-africaines, extra-sahéliennes, et surtout avec l'appui des nationaux. C'est ça en fait qui est quand même triste. Parce que sans une complicité interne, alors quelle que soit la puissance d'une force extérieure, c'est difficile de pouvoir venir à bout d'un régime, venir à bout d'un mouvement national, etc. Je pense que s'il y a un message, c'est de dire aux Burkinabés de rester mobilisés et de défendre leur pays et de finalement se rendre à l'évidence que c'est ceux qui nous combattent, ceux qui veulent remettre en cause notre marche, ceux qui veulent remettre en cause notre révolution, ne vont pas baisser les bras. Et comme l'a dit un proverbe moira, si quelque chose te poursuit et ne s'arrête pas, toi aussi il ne faut pas t'arrêter. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire brièvement sur cette question donc liée à la énième tentative donc, de déstabilisation du Burkina Faso. On termine par l'actualité au Venezuela. Bon, les deux sujets-là se ressemblent, hein? Voilà, parce que là aussi, c'est une intervention extérieure qui a mis fin au pouvoir de Nicolas Maduro du Venezuela. Et c'est vrai que depuis le mois d'août, hein, même avant, et selon certains experts, même c'est depuis 10 ans que cela
est préparée. Vous vous souvenez, avec Hugo Chavez, en 2002, il y a eu un coup d'État même qui a été perpétré, mais la population est sortie pour dire non, nous sommes contre ce qui s'est fait, et Hugo Chavez est revenu au pouvoir. Donc c'est la même idée, c'est le même procédé qui est fait. C'est vrai que le président américain Donald Trump dit que le président Nicolas Maduro est un trafiquant de drogue, et on a vu effectivement qu'il y a eu des navires vénézuéliens qui avaient été bombardés par des forces américaines. On a vu que depuis un certain temps, il y a un déploiement massif des dispositifs militaires américains dans la zone. Effectivement, ce qui a débouché sur son arrestation et son extradition au niveau donc des États-Unis pour être jugé d'après les sources américaines. Mais si on veut analyser en profondeur et ce qui s'est passé au Venezuela, ça dépasse le cadre des relations États-Unis-Venezuela. Ça va au-delà. Parce que vous savez très bien que la Chine avait des contrats d'approvisionnement en carburant, en hydrocarbures avec le Venezuela. Et le Venezuela aujourd'hui est considéré comme le pays qui a le plus de réserves du pétrole dans le monde. Le premier. Le deuxième, c'est l'Arabie Saoudite. Le sous-sol est très riche en pétrole. Et nous savons qu'actuellement, avec la situation au Moyen-Orient, où la situation est volatile, qu'est-ce que les États-Unis veulent? Non seulement ils veulent empêcher un pays comme la Chine de venir s'approvisionner au niveau du Venezuela, mais aussi trouver une alternative, une solution alternative à peut-être à une probable rupture de son approvisionnement du carburant au niveau du Moyen-Orient. Les États-Unis sont un pays qui produit 12 millions de barils de pétrole par jour, mais qui consomme 20 millions. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de 8 millions de barils. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire donc le tour du monde pour essayer de mettre la main sur tout cela. Bon, c'est triste, mais je pense que ce n'est pas totalement fini. Parce que la vice-présidente Rodriguez, qui a prêté serment, donc a réaffirmé son engagement à poursuivre l'œuvre de Nicolas Maduro et finalement travailler en sorte que les fondamentaux du pouvoir du régime donc chaviste puissent continuer. Merci beaucoup pour ces analyses, Elhadj. Restez avec nous, nous allons tourner dans quelques bits d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir un passionné de la philosophie, raison pour laquelle il devient donc professeur certifié de philosophie depuis 2015. Et aujourd'hui, il est auteur également du livre intitulé « Comment réussir en philosophie ». Avant ça, c'était également d'autres livres comme « Réussir en philosophie »,« L'essentiel en philosophie »,« L'univers des citations »,« Plume dissidente »,« L'école de l'éloquence », parce que oui, il est formateur également en art oratoire. C'est quelqu'un qui aime bien la littérature en général. Nous sommes avec Miguel Kouama. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta. Oui. Voilà, bonjour Frangine, comme j'aime le dire. Et merci de nous recevoir sur votre plateau, plateau Savane TV. Je salue au passage, en tout cas, les premiers responsables de cette chaîne. Et je profite en même temps de l'occasion souhaiter les vœux les meilleurs pour notre pays, la paix et la sécurité, et pour chacun de nous, la paix, la santé et la prospérité. Merci beaucoup et Amen. Alors, nous qui avons eu la chance de faire la même école que vous en tant que petite sœur, quand vous étiez nos grands frères au lycée mixte de Gonguin, on a vu à quel point vous étiez vraiment déterminé en termes de philosophie. Donc, la passion de la philosophie, ça ne nous étonne pas du tout. Donc, depuis le club de philosophie au mix, ensuite, même quand vous n'étiez pas plus au mix, vous revenez quand même donner donc, aux frères et aux sœurs donc, les connaissances en philosophie. Donc, tout naturellement, vous devenez professeur de philosophie en 2015. Qu'est-ce qui explique cette passion pour la philosophie, en fait? Ok, merci pour la question. Il faut déjà dire que
comme les gens aiment le dire, hein, le virus de la philosophie m'a piqué carrément quand j'étais en première, à travers notre professeur de philosophie, Madame Guébré, Oui. Angelina. Qui a été aussi mon professeur de philosophie. Bon, nous on l'avait surnommée la Dame de Fer parce Ouais, qu'elle c'est ça. était très rigoureuse, assez stricte. Et en même temps que on la craignait, en même temps, on était en tout cas curieux de découvrir ce qu'elle venait nous enseigner. Donc, elle a su par son savoir-faire et son savoir-être nous inculquer, on va dire, l'amour même de la matière et la passion même pour cette discipline. Ouais. Donc, je dois dire que ça remonte à la classe de première. Et bon, c'est essentiellement autour de la classe de première terminale qu'on a mis en place le club de philosophie et on tenait les rencontres les mardis dans les après-midi au niveau de la classe, je crois, terminale A ou première A, comme ça. Voilà, donc c'est parti de là, à partir de notre professeur de première. Donc on lui doit tout, on lui doit cela. Bien sûr. Voilà. Donc, en même temps, ça veut dire, vous avez poussé loin la réflexion, pas que la dissertation en classe, que vous maîtrisiez bien, mais aussi, en même temps, savoir partager le savoir à travers le club philosophie, donc, et en même temps, savoir partager à travers le théâtre, parce que je me rappelle qu'on a joué la pièce Socrate, Oui. donc c'est philosophique également. Oui. Ça veut dire que, est-ce que au sortir du lycée, avec le bac, on se dit, moi, il faut que je sois professeur de philo, ou on fait le concours juste, et puis, voilà, parce que ça marchait. En fait, chez moi, j'ai été confronté à un dilemme parce que j'avais une passion aussi pour le droit et une passion pour la philosophie. Et ce qui m'a amené même en première année à m'inscrire pour faire le droit et en même temps pour faire de la philosophie. Donc, j'ai fait droit 1 an avant de laisser pour poursuivre avec la philosophie. Mais à mon niveau, je dois dire que le concours pour être prof de philo, on va dire que c'est un concours de circonstances. Parce qu'à la base, moi, je voulais faire l'armée. Voilà, je voulais faire l'armée et je voulais beaucoup plus soit NSOA ou bien je voulais postuler pour l'Académie militaire Georges Namoiano. Voilà, donc bon, à ce jour, j'ai des amis à moi qui ont postulé et voilà, qui sont aujourd'hui officiers ou sous-officiers au niveau de notre armée. Mais moi, j'étais assis là, j'ai dit, bon, je vais faire le concours pour voir. Et bon, je suis sorti premier sur la liste. Au niveau de, parce qu'en ce moment, c'était toujours régional. C'était pas national comme actuellement. Moi, je l'ai fait comme ça et puis, bon, ça a donné. Mais comme ça épousait ma passion, j'y suis allé. Ça épousait ma passion parce que moi, ma passion, c'était la craie et puis l'armée. Oui. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, bon, fais le concours de l'armée, tu pourrais même enseigner au PMK. Voilà, mais bon, en temps, je me suis levé, je suis allé faire le concours de l'enseignement, ça a marché. J'ai dit, bon, partout où on est, on sert son pays et puis c'est bon. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, professeur de philosophie, comme je l'ai dit, vous qui êtes en face des élèves, quelles sont les lacunes que vous observez chez les élèves concernant la matière philosophie? Déjà, pour commencer à parler des lacunes des élèves, il faut un préalable. Il faut aussi dire que la philosophie traîne malgré elle des préjugés qu'on lui a longtemps collés. Donc, déjà, avant de parler des lacunes qui sont d'ordre, j'allais dire technique, il y a des préjugés que les élèves trimballent avec eux avant même de venir s'asseoir pour suivre le premier cours de philosophie. Et ça, c'est comme un biais cognitif. Ça bloque en fait leur capacité à comprendre et à maîtriser la chose. Sinon, de façon globale, il faut dire que le niveau de langue est une barrière essentielle pour comprendre la philosophie. Il faut déjà avoir un bon background, un bon vocabulaire avant de pouvoir aborder la philosophie. Parce que la philosophie vient aussi avec ses mots, avec ses concepts, et c'est tout un autre univers linguistique qu'on doit essayer de prendre sur soi. Et quand à la base le français est un peu boiteux, ça va poser problème. Bon, problème de compréhension déjà. Problème de compréhension et ainsi de suite. Bon, déjà, nous aussi, en tant que professeurs, c'est à nous aussi de rendre les choses plus simples. Voilà, il ne s'agit pas de dénaturer la philosophie, il s'agit de la décomplexifier pour que les élèves puissent s'imprégner de la philosophie. Parce que moi, je dis,
il faut partir des réalités des élèves pour qu'ils sachent que nos ancêtres avaient leur système de représentation du monde, avaient leur intelligence, avaient leur façon de comprendre et de saisir le monde. Mais quand on prend la philosophie comme une discipline superficielle, nichée dans les cieux, ça finit par créer une déconnexion avec les apprenants. Donc aujourd'hui, il y a combien d'élèves qui ont des dictionnaires dans leur sac? Il y a combien de familles même où vous allez trouver un dictionnaire dans les armoires déposé, et on fait en sorte que les enfants consultent régulièrement le dictionnaire. Posséder un dictionnaire à la maison et inciter les enfants à le consulter doit devenir une tradition dans nos familles. Un peu comme on a souvent le Coran, la Bible, il faut aussi revenir au dictionnaire pour s'enrichir avec de nouveaux mots, enrichir son vocabulaire. Parce que l'appauvrissement du vocabulaire appauvrit également le système de représentation du monde. Okay. Donc ces préjugés-là, parce que oui, quand on parle de philosophie, tout de suite les élèves vous diront c'est une matière compliquée ou que c'est une matière vraiment de fou. De fou. Voilà, il faut le dire. Il faut être fou pour même comprendre la philosophie, alors qu'un philosophe n'est pas forcément un philosophe. Ah. Donc, alors, est-ce que ces préjugés-là, malheureusement, accompagnent aussi donc, ces élèves en classe? Et généralement, le problème se situe à quel niveau? Quand vous lisez leurs copies, leurs raisonnements, quand vous corrigez les copies des élèves? En fait, le problème, il est multidimensionnel, il est complexe. Déjà, il y a la pauvreté au niveau du vocabulaire. Comme vous le disiez. Mais en réalité, quand on banalise l'école, quand on banalise la pensée critique, on ne peut que parvenir à un tel résultat. Ici, on n'apprend plus aux gens à réfléchir dans la durée, à réfléchir de façon structurée et méthodique. On est dans le simplisme, c'est-à-dire que tout doit être simplifié. Si c'est pas comme ça, c'est que c'est comme ça. En fait, ça vide en fait la philosophie d'un élément essentiel, la nuance. Donc les gens, c'est carré. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Alors que philosopher, c'est aussi savoir que le blanc additionné au noir, ça donne le gris. C'est la nuance qu'il faut arriver à intégrer. Mais avec les réseaux sociaux, avec cette culture de la vitesse, de la superficialité, on a tendance à faire comprendre aux gens que, bon, trop réfléchir même, ce n'est pas intéressant. Il faut agir. En oubliant que la bonne action est toujours précédée d'une bonne dose de réflexion. Et comme Lénine le disait, il n'y a pas de pratique révolutionnaire sérieuse sans au préalable une théorie révolutionnaire sérieuse. Donc, avant de pratiquer, il faut d'abord théoriser. Et aujourd'hui, il y a certains même qui estiment que la philosophie n'a plus tellement tout son sens d'être. Il faut même la supprimer parce que ça n'apporte pas forcément quelque chose de palpable aux apprenants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En réalité, il faut comprendre que déjà, ces personnes-là font honneur à la philosophie quand elles demandent de supprimer la philosophie. Ça suppose qu'elles ont mené un raisonnement, aussi défectueux soit-il, elles ont mené quand même un raisonnement, et au bout du raisonnement, elles sont arrivées à la conclusion qu'il faut supprimer la philosophie. Donc déjà, en préconisant la suppression de la philosophie, elles font honneur même à la philosophie parce qu'elles ont philosophé, ces personnes-là. Mais il faut comprendre que notre société est telle que elle ne peut pas se passer de la réflexion. Peu importe comment elle est, que ce soit la réflexion sous l'arbre à palabres, sous le baobab, la réflexion dans les amphithéâtres, dans les salles de classe, même dans la rue, on ne peut pas se passer de la réflexion. Aujourd'hui, pour un pays comme le Burkina Faso, on est confronté à des défis sécuritaires, humanitaires, tout ce que vous voulez. Mais pour sortir déjà de l'œil du cyclone, il faut commencer à se poser des questions. Lorsque vous êtes attaqué, la première des questions, c'est qui nous attaque? Parce que qui nous attaque nous permet d'identifier la personne qui nous attaque et l'isoler afin d'apporter le traitement approprié. Mais si vous ne vous posez pas ces questions préalables, vous allez sortir et puis commencer à voir tout le monde en ennemi. Et vous allez vivre dans une paranoïa généralisée. Donc vous allez commencer à vous méfier même de votre chien parce que vous aurez l'impression que le chien là même peut par moment se métamorphoser puis venir attaquer une base ou quelque chose comme ça. Donc la réflexion est au cœur même du développement. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut revoir les proportions. Pour un pays qui veut se construire,
pour un pays qui veut aller de l'avant, on n'a plus forcément besoin, par exemple pour une année académique donnée, de former 1000 philosophes, 1000 sociologues, 1000 historiens, 1000 ingénieurs. Il faut revoir les proportions, mais de là à préconiser une suppression pure et dure, non, c'est trop simpliste et on n'a pas besoin de ce genre de raisonnement. Sinon, aujourd'hui, la philosophie traverse tous les champs disciplinaires. Vous voyez, on parle de l'intelligence artificielle, ses répercussions. Mais les philosophes avaient déjà réfléchi sur ces questions-là. Le problème, c'est que nous ne prenons pas le temps ni la peine de consulter ce que les gens ont écrit ou prédit ou prévu avant nous. Chaque génération pense que c'est elle qui fait le monde. C'est elle qui commence le monde. On fait table rase sur les contributions de nos devanciers. Et c'est ça qui fait que nous sommes toujours dans le cercle vicieux, comme le disait mon aîné Amadé Soro ce matin, quand on échangeait. Et chacun pense que c'est lui qui vient commencer. Alors que non, il y a eu des choses qui ont été élaborées avant nous. Il faut s'en inspirer, rectifier la trajectoire ou consolider ce qui doit être consolidé. Donc, toutes les sociétés qui ont connu un essor de la pensée connaissent aujourd'hui un essor technologique. L'essor technologique ne vient pas du néant. Ça vient d'abord de la conceptualisation, de la théorisation. Et après, dans l'application, on essaie de suivre pour voir où est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut supprimer, qu'est-ce qu'il faut maintenir, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Je termine par exemple en disant, aujourd'hui, on parle d'agroécologie. Mais l'agroécologie, ça tient à une simple question. Notre système de production, jusqu'où va-t-il nous mener? Et après, vous éclatez pour avoir... ne peut-on pas produire, nous nourrir, sans compromettre la vie, l'existence digne des générations à venir? Donc c'est ça qui fait qu'à partir de ce questionnement, l'homme questionne non seulement sa manière de faire et son rapport à la terre. Tout ce que vous avez aujourd'hui est le fruit d'une réflexion. Forcément. Donc ceux qui cultivent autrement sont des philosophes. Bien sûr. Voilà. Et je salue au passage le professeur Jacques Nanema qui fait un excellent travail au-delà des réseaux sociaux, au-delà des amphithéâtres, je veux dire, et qui partage la connaissance sur les réseaux sociaux, non pas en sachant, mais en une personne qui se constitue comme un pont pour permettre aux uns et aux autres d'aller de la médiocrité à l'excellence. Et d'ailleurs, il était coordonnateur d'un projet qui intervient dans l'agriculture. Un philosophe qui s'intéresse à l'agriculture. Donc, c'est une manière de clouer le bec à toutes ces personnes qui pensent que la philosophie n'apporte rien de concret. Si on produit autrement, c'est d'abord parce qu'au préalable, des gens ont réfléchi et théorisé sur comment produire autrement pour nous nourrir sans compromettre la vie des générations à venir. Sankara était ami à Pierre Rabhi, qui est l'un des pères fondateurs même de l'agroécologie et autres. Voilà. Donc quand vous regardez l'entourage des présidents, vous allez vous rendre compte que beaucoup de chefs d'État comprennent la nécessité des sciences sociales. Et le développement intégré, comme le disait le professeur Al-Kassoum Maïga, commence quand on ne fait plus de distinction radicale entre les sciences et qu'on arrive à les mélanger de façon harmonieuse pour les amener au développement. Comme quoi le monde ne pourrait pas fonctionner correctement qu'avec des scientifiques et des techniciens. Voilà, il faut du tout. Il faut du tout. Il faut les littéraires, il faut la réflexion. Alors, Monsieur Kouama, pour revenir à la philosophie en tant que matière, enseignée en classe et surtout aussi notée à l'examen, parce que c'est ça aussi vraiment la bête noire de certains élèves. Il me semble qu'aujourd'hui, les barèmes de notation ont changé. C'est ça. Alors, il faut dire qu'avec l'approche par compétence, qu'on abrège APC, il y a eu quand même des modifications. Ce qui fait qu'avant, on avait, pour l'épreuve de philosophie, on avait ce qu'on peut appeler 3 sujets au choix. Donc, 2 sujets de dissertation. Et le 3e et dernier sujet était un commentaire de texte, donc un texte à commenter. Aujourd'hui, avec l'introduction de l'APC, la répartition des points se fait comme suit. On a d'abord une première grande partie qu'on peut appeler partie 1, qui est test objectif. Donc, banalement, c'est des questions de cours. Des questions de cours. Et ça, c'est noté sur 6 points. Après, nous avons ce qu'on appelle les situations complexes. Les situations complexes, ça fait référence à la dissertation et au commentaire du texte. Ça, c'est noté sur 12 maintenant. Ça veut dire que vous preniez la dissertation ou le commentaire, vous êtes noté sur 12 à ce niveau. Donc, quand vous avez 6 plus 12, ça fait 18. On va me demander, mais il me reste 2 points. Les 2 points
c'est réservé pour ce qu'on appelle maintenant les conditions de perfectionnement. Banalement, je simplifie pour qu'on puisse se comprendre, par rapport à l'ancien système, ça c'est comme si on dit présentation plus expression. Donc dans les conditions de perfectionnement, on dira à l'élève, soigne ta présentation, soit lisible, écrit de façon, voilà, avec un bon vocabulaire et évite les ratures, les fautes d'orthographe. On donne des consignes qui, lorsqu'elles sont suivies, l'élève peut avoir les 2 points sur 2. Est-ce que ça n'enlève pas quelque chose à la philosophie? Parce que je sais qu'en notre temps, c'est pas que ça fait longtemps, mais une réflexion philosophique, c'est le sujet. Tu l'élabores en introduction, l'argumentation, le développement, et puis tu termines par la conclusion. C'est ça. Le commentaire, pareil. Il n'y a pas de question de cours, en fait. Oui. Il faut dire que tout système, toute approche pédagogique a ses mérites et ses limites. Et l'APC ne fait pas l'exception. Maintenant, avant de critiquer l'APC, il faut comprendre l'esprit même de l'APC et autres. Je vous donne banalement un exemple. Vous pouvez, dans l'ancien système, produire une dissertation et l'enseignant, sans vraiment se pencher rigoureusement sur votre copie, il vous donne un 7 ou un 8 sur 20. Mais il n'éclate pas. Quand il dit 7 ou 8 sur 20, l'introduction mérite combien de points sur 20? Le développement mérite combien de points sur 20? Et la conclusion mérite combien de points sur 20? Et la présentation plus l'expression, ça fait combien sur 20? Vous allez voir que si on demande même à certains enseignants de reprendre la correction et d'éclater pour dire l'introduction fait comme ci, comme ça, le développement, l'élève peut passer facilement de 7 à 9 ou de 7 à 10. Souvent, c'est pour diminuer un peu la part de l'arbitraire. Donc, dans l'introduction, il faut tout noter. Le préambule est noté, le sujet est noté, la problématisation est notée, l'annonce du plan est notée. Donc, ça fait 2 points. Le développement est noté sur 9 et la conclusion est notée sur 1. Donc, 9 plus 2, ça fait 11 plus 1. Ça fait maintenant les 12 points. Donc, tel que c'est éclaté, ça permet à l'élève de souffler un peu. Et les questions de cours, il faut dire que ça a ses mérites aussi, tout comme ses faiblesses. Maintenant, comment on construit une maison si on n'a pas de matériaux, si on n'a pas de briques? Il faut des briques. Dans l'ancien système, nous, on supervisait la construction de la maison, tout simplement. On vient voir comment l'élève construit la maison. Mais dans le nouveau paradigme, nous, on dit à l'élève, on veut voir comment tu élabores tes briques. On veut voir comment tu conçois tes briques. Parce que pour réfléchir et argumenter, on utilise par exemple des citations. On fait appel à des doctrines, des courants philosophiques. On fait appel à des notions. Maintenant, telle notion, est-ce que tu peux la définir? Telle citation, est-ce que tu peux l'attribuer correctement à son auteur? Oui, c'est ça les questions de cours. Voilà, parce qu'on sanctionne quand l'élève argumente et qu'il attribue une pensée de Socrate à quelqu'un comme Rabelais. Si Socrate dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais si l'élève me dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, est de Rabelais, dans son argumentation, je vais barrer. Je vais mettre contre-vérité, par exemple. Mais avec l'APC, l'élève fournit la preuve qu'il sait au préalable que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça vient de Socrate, dans un système où il doit relier ou bien il doit associer. Donc, c'est un système comme tout autre. Et c'est à nous de travailler à faire en sorte que l'APC ne soit pas une prime à la médiocrité. Et ça, on a tous les moyens. Il faut que nous-mêmes, enseignants, on en soit imprégnés et qu'on travaille vraiment à donner de la valeur à ce nouveau système. De toute façon, on est embarqué et un bon stoïcien, il faut limiter la casse. Bien sûr. Voilà, de façon pragmatique. C'est très intéressant d'échanger avec vous. On va parler maintenant du livre, avant que le temps ne nous file entre les doigts. C'est Réussir en philosophie que nous avons sous la main. Alors, c'est quoi réussir en philosophie, M. Kwame? Réussir en philosophie, il faut dire que c'est une idée qui a germé alors que nous étions en octobre 2016. On s'est dit, bon, comment permettre aux élèves de réfléchir, mais de façon structurée, avec méthode. Alors, Réussir en philosophie est né avec comme motivation de permettre aux élèves d'avoir la méthode, d'avoir l'approche, et surtout de ne pas être stressés quand ils sont devant un sujet de dissertation, et d'y aller avec la méthode. Voilà, donc à l'intérieur, vous allez voir que le contenu c'est essentiellement axé sur la dissertation et le commentaire. À l'intérieur, nous avons mis en exergue la méthode de la dissertation et la méthode du commentaire. On est allé sur ces préalables-là. Juste après, nous avons fait ce qu'on peut appeler une banque de sujets.
À ce jour, nous avons autour de 200 sujets de dissertation répartis par notion. On a classé par notion dans le document. On a également une vingtaine de textes à commenter, à cheval entre la classe de seconde, première et terminale. Après ça, on a proposé aux élèves des sujets traités. Mais la nuance à notre niveau, c'est quoi? Nous, on propose des éléments perfectibles et on invite même les élèves à perfectionner ce qu'ils voient. Ce qu'on leur donne, ce n'est pas des modèles tout faits, mais c'est des modèles perfectibles. Ok. Et on les invite d'ailleurs même à discuter, à remettre en cause certaines choses et à y aller avec leur propre style. Je vous donne juste un élément. Dans cet ouvrage, nous avons pris des sujets de dissertation et pour le sujet donné, nous avons proposé 2 introductions pour montrer aux élèves qu'il n'y a pas qu'une seule porte d'entrée. Et nous prenons encore un sujet, nous proposons 3 introductions. Nous prenons un autre sujet, nous proposons 4 introductions. Et pour finir, on a pris un sujet pour lequel nous avons proposé 10 introductions différentes pour le même sujet. Alors, c'est pour montrer quoi aux élèves? Déjà, on dit le préambule, on peut le commencer de plusieurs façons. Alors, avec 10 introductions, ça veut dire qu'il y a 10 préambules conçus différemment. Donc l'élève verra un préambule conçu à partir d'une définition, à partir d'une citation, à partir d'un fait d'actualité ou un événement historique ou à partir de beaucoup de choses. Il verra que en fait, il y a plusieurs approches. Moi, j'offre une palette, j'offre la diversité et dans la diversité, l'élève choisit ce qui correspond mieux à son style et perfectionne cette approche. Du coup, réussir en philosophie, ça apparaît chaque année? Parce que là, je vois 7e édition, octobre 2025. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Pas chaque année, on peut dire chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Ça dépend des... Et la 6e édition date de 2023. D'accord. On a observé une pause, le temps de voir comment l'APC se comporte, le temps nous-mêmes de nous former par rapport à l'APC. Là, c'est des sujets adaptés à l'APC. Des sujets adaptés à l'APC. Et à l'intérieur, vous avez même les épreuves du bac 2025. Série A et puis série C et D. 2025 2025 qui est passé juin, là. voilà, l'édition, le bac passé récemment. D'accord. Donc c'est pour que l'élève voit à quoi peut ressembler une épreuve de bac type APC de nos jours. C'est ça. Pour pouvoir se préparer en conséquence. Du coup, comment vous faites réussir en philosophie? Il est disponible où? Parce que vous exercez à Manga. Oui, je suis au lycée scientifique régional de Manga. Et il faut dire que le document est disponible essentiellement à la librairie Jeunesse d'Afrique et disponible également à la librairie Mercury en face de Elitis à Lazare. Bon, on ne va pas faire de publicité. Ok. Et sur Bobo, nous avons une représentation au niveau de la librairie Nonaba. Voilà. Et un peu partout dans les provinces, on a des collègues qui nous accompagnent dans la distribution. Voilà, que je salue au passage pour leur effort de promotion du livre auprès de leurs élèves. Et il coûte combien ce livre? Le livre coûte 2500 francs CFA. C'est prix élève vraiment? Prix élève, on a essayé de faire en sorte que le prix soit abordable et accessible. Il faut dire aussi que notre imprimeur nous aide dans ce sens-là à maintenir un prix vraiment adapté à la bourse de la moyenne des élèves. On va laisser un contact pour ceux aussi qui voudraient, pourquoi pas, appeler pour entrer en possession de Réussir en philosophie, édition 7. D'accord. Alors, ils peuvent nous contacter au 66 00 30 32. 66 00 30 32. Merci beaucoup. Alors, le dernier conseil qu'on aimerait bien que vous donnez aux élèves, bon, ils sont en classe actuellement, mais en tout cas aux téléspectateurs qui pourront donc donner aux élèves ou qui, par la page Facebook, ils peuvent écouter les conseils, c'est quoi le secret pour réussir son devoir de philosophie? Alors, le secret pour réussir son devoir de philosophie, c'est d'abord la préparation. Et c'est surtout la préparation. Parce que le devoir, quand on compose en classe, c'est juste le rendu de ce qu'on a eu à préparer. Le devoir, moi, je considère ça comme une exécution. Donc, c'est comme un athlète qui se prépare et qui exécute. Un peu comme Hugues Fabrice Zango, qui se prépare dans le secret de sa chambre avant de venir exécuter en quelques secondes aux yeux de tout le monde. Donc, il faut se préparer, mais se préparer avec méthode. Se préparer, c'est le boileau ou quoi? Non, pas le boileau, mais prendre des sujets et puis s'exercer sur la base en fait de ces sujets. Et ça commence d'abord par l'approche définitionnelle. J'explique d'abord les mots-clés, après je reformule pour m'assurer que j'ai compris, même si c'est avec mes mots, j'ai compris le sujet. Après, je problématise
et je construis en fait mon plan. Donc quand on a l'habitude d'aborder les sujets comme ça, peu importe le sujet qu'on prend, on explique les mots-clés, on reformule, on problématise, on fait le plan. Et après, on fait ce qu'on appelle le plan détaillé. Dans ma thèse, je donne 2 arguments sous forme de phrases simples. Antithèse, je fais pareil. Synthèse, je fais pareil. Si c'est un plan commentaire, j'explique. Et puis, j'essaie de faire les forces et les faiblesses. Okay. Voilà, en fait, c'est quand on a la méthode, on ne souffre pas beaucoup. Il suffit de l'appliquer, peu importe la situation qui se présente à nous. Madame Gabriel avait l'habitude de nous dire il faut faire des devoirs aérés, des devoirs il faut pas surcharger. Pas de grosses tournures. Non, et il faut aussi se dire que la citation accompagne l'argumentation. Ce n'est pas l'argumentation de l'élève qui doit devenir, j'allais dire, l'esclave de la citation. Non. L'argumentation est la locomotive et la citation suit. Voilà, il ne faut pas inverser les choses. Socrate a dit ceci, Karl Jaspers a dit cela, et quant à Théophile Obenga, voici ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, Cheikh Anta Diop avait dit. C'est beaucoup. Mais et toi-même, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu dis? Merci. On va devoir s'arrêter ici pour ce matin. Intéressant de parler philosophie et d'échanger avec vous parce que justement, c'est un formateur en éloquence et en art oratoire. Donc, on comprend bien. Merci bien, Miguel Kouama, d'être passé sur notre plateau. Et bon vent à cette 7e édition de Réussir en philosophie. C'est moi qui vous remercie. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause, on retrouve d'autres invités. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, on va parler de cette actualité qui a marqué le Burkina Faso ce week-end, tentative donc de coup d'État. On en parle aujourd'hui avec M. Lucien Zier, qui est chargé de presse de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, CNAVC. M. Zier, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci à Slavan Média pour l'invitation. Et bonne et heureuse année à vous. À vous pareillement. Une année de paix et de sécurité pour notre cher pays. Amen. Alors, les Wahïens n'ont pas dormi dans la nuit de samedi à dimanche. Il était encore question d'un complot tué dans l'œuf, il faut le rappeler. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il faut rapidement dire que ce complot est réel. C'est une tentative de coup d'État et organisé par des acteurs étrangers en complicité avec des serviteurs locaux qui sont dans une logique d'exécuter l'agenda impérialiste en vue justement de renverser les institutions de notre République et apporter atteinte même mortellement à l'intégrité de certaines personnalités politiques qui sont bien connues. Ce samedi, nous avions été alertés de cette tentative et d'où la coordination nationale des associations de veille citoyenne se sont mobilisées en vue justement de faire un blocage, d'empêcher ce coup d'État qui relève de la volonté manifeste d'une oligarchie politique apatride et qui sont mis au service de l'impérialisme occidental. Est-ce que vous connaissez les auteurs de ce énième complot? Non, c'est clair, c'est établi que l'auteur, le cerveau principal de ce coup d'État, c'est bien l'ancien président Damiba. Il faut peut-être même lui retirer les titres de l'ancien président. Lui, avec ses complices internes, voilà, appuyé par des sponsors étrangers, voilà, qui ont peaufiné ces coups, ces complots contre notre peuple, alors même que le peuple burkinabé a commencé à recouvrer progressivement son intégrité territoriale, à recouvrer sa souveraineté et à se bâtir fièrement et dignement pour pouvoir vivre dans l'épanouissement. Mais regardez, ce coup d'État, cette tentative de coup d'État, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et le même cerveau qui est encore au Togo et continue sur fond d'autres manipulations en recrutant des mercenaires pour en tout cas atteindre des objectifs perfides de déstabilisation de nos institutions. On a vu des audios aussi circuler, des audios qu'on attribuait à l'ancien président Damiba également circuler sur les réseaux sociaux. Oui, ces audios sont vrais, ça résume comment le coup allait se préparer. Parce que lui, quand vous regardez au niveau des acteurs économiques, il avait déjà touché. Au niveau donc des soldats, il avait aussi des gens qui lui sont restés fidèles. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas ce sentiment de la patrie. Ils sont prêts pour les intérêts personnels, égoïstes, et servir les intérêts étrangers. Voilà, dans ces audios, quand vous regardez, il évoque la question des Wahïens a été évoquée.
Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, nous sommes le bouclier de cette révolution. Nous avions attendu depuis longtemps un régime révolutionnaire qui va engager le changement et la transformation sociale. Mais aujourd'hui, on a la chance avec son excellence le capitaine Ibrahim Traoré d'avoir cette dynamique de changement. Mais c'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Quoi d'autre? Nous voulons la sécurité, nous voulons la paix, nous voulons le développement. Et ce qui est en train de se faire, fièrement avec des dirigeants qui sont éclairés, qui ont essayé de prôner la rupture avec l'impérialisme. Nous ne pouvons pas rester sous la tutelle néocolonialiste et vouloir nous bâtir dans la dignité. Non, cela ne fait pas honneur au combat de nos anciens. Et ce qui, est bien entendu, a fait que les Wahiyans sont sortis. Et chaque fois quand ils parlent de Wahiyans, la veille citoyenne, ils ont peur de nous. Il y a eu une autre tentative de coup d'État où ils avaient parlé des Wahiyans, où ils citaient 3 piliers, les épines. Les Wahiyans sont craints par ces personnes-là. Mais ils pensent que nous avions fléchi. Non, notre détermination est sans faille. Et nous allons rester comme ça pour parer à toute éventualité qui puisse véritablement apporter atteinte à notre dynamique. Mais on croyait que cette période de tentatives de complot, des tentatives de coup d'État était dépassée avec l'instauration de la révolution progressiste populaire. Oui, c'est que malheureusement, l'impérialisme est dans ses manifestations récurrentes. Voilà, en ayant sur fond donc des tentatives répétitives de déstabilisation et n'a pas pris conscience que notre peuple aujourd'hui est déterminé, est debout, est devenu comme un seul homme, debout sur les remparts de cette révolution en vue justement de se construire. Et l'impérialisme est toujours comme ça. Tant que vous aviez décidé de rompre avec l'impérialisme, il ne va jamais vous laisser. Il y aura toujours des serviteurs locaux qui lui seront fidèles en vue justement de réaliser, voilà, de matérialiser son plan qui est de désorganiser nos structures économiques, de déstabiliser les institutions en vue justement d'imposer un dictateur à la tête de votre pays pour servir les intérêts de son peuple, de leur peuple, les peuples, l'impérialisme. C'est ce monde-là, voilà, constitué donc du Nord global qui aujourd'hui vivent du pillage, vivent de l'exploitation de l'homme, vivent des crimes les plus inhumains de l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qui se passe avec le terrorisme. On arme les gens, on les envoie dans le Sahel pour vous massacrer. Aujourd'hui, avec le terrorisme, ils ont échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recruter des mercenaires qui vont, en tout cas, en collaboration avec d'autres apatrides internes pour pouvoir déstabiliser, arrêter ce processus de recouvrement de notre dignité. On a vu les Wahiyans mobilisés, ce n'était pas que Ouaga, hein. On a vu Bobo, Kaya et d'autres localités donc, se mobiliser. Est-ce que vous êtes satisfait de la réactivité de vos membres? Oui, très satisfait. C'est l'occasion pour moi de les féliciter et de saluer cet engagement et cette promptitude. Et vous saviez très bien que les Wahiyans sont dans une proactivité. Voilà, non seulement nous sommes dans la veille, en tant que sentinelles, nous veillons pour anticiper et détecter les mouvements précoces qui peuvent être à l'origine des velléités. Et ce qui a été bien entendu fait, et ce qui fait que le rond-point, le fait que nous occupons le rond-point permanemment, et ça nous donne une grande capacité de mobilisation. Voilà, et ce qui a permis que au soir du 3 décembre, du 3 janvier, je veux dire, que les gens se mobilisent facilement, que nos membres se sont mobilisés. Nous sommes prêts à tout. Avant qu'il y ait un coup d'État, porter atteinte à une autorité ou à une institution de notre nation, il faut marcher d'abord sur nos peuples. Il faut marcher individuellement sur chaque citoyen burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont épris de la justice, épris de la paix. Donc, dans cette dynamique, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Parce que nous avions aussi également des patriotes qui aujourd'hui se battent au front, au péril de leur vie, pour pouvoir préserver l'intégrité de notre territoire. Donc, nous qui sommes dans les ronds-points, qui sommes dans la veille citoyenne, nous allons aussi jouer notre partition. Peu importe le prix à payer. Et nous sommes prêts, nous mettons en garde ces bourreaux de notre peuple, nous mettons en garde ces apatrides qui ont décidé de tourner le dos au peuple et de servir des agendas étrangers. Nous les mettons en garde que nous allons toujours veiller et nous allons toujours détecter les mouvements perfides tendant à ébranler notre dynamique. Finalement, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire de ces personnes arrêtées? Non, pour moi, c'est très clair. Nous avions réclamé ici l'application de la peine de mort. Lorsque quelqu'un aujourd'hui a cette volonté manifeste de déstabiliser les institutions, de tuer des leaders, des autorités, mais je pense que ce sont des crimes
Ce sont des crimes. Il faut appliquer, faut mettre en application la peine de mort. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette logique-là. Depuis 3 années, on est là chaque jour, c'est le coup d'État. Les gens tentent des coups d'État. Pourquoi ils les tentent? Parce qu'ils savent, est-ce qu'ils ne savent pas que la première valeur de la vie humaine, c'est la sacralité de la vie humaine. Mais chaque jour, ils ont pour loisir de pouvoir concevoir des projets macabres, de tuer, de ôter la vie à des Burkinabés. Et pas des moindres, des autorités aujourd'hui qui ont courageusement pris les responsabilités face à l'histoire et à notre propre destin pour restaurer notre dignité, notre intégrité territoriale. Mais quand ils prennent des ambitions, qu'ils ont des ambitions de tuer ces autorités, mais je pense qu'il faut, la loi est claire. Il faut appliquer la peine de mort. Il faut diligenter le processus qui peut permettre la promulgation de cette loi en vue justement d'appliquer la loi. Parce que nous sommes dans un système révolutionnaire. La révolution, c'est véritablement la rupture avec tout ce qu'on a connu du colon et du néocolonialisme et tout ça, qui nous a mis dans une situation. Voilà. La justice aussi est là. Voilà, il faut adapter. Mais oui, mais la peine de mort, ça rentre dans le cadre du droit politique burkinabé, qui va permettre véritablement, lorsqu'on va vouloir appliquer, qu'il y ait des crimes de cette nature, des actes de trahison, des actes d'atteinte à la sûreté d'État, et que ce soit puni, et qu'on puisse vraiment appliquer la peine maximale. Merci beaucoup, Monsieur Zier. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui par rapport à ce sujet. On vous permet un mot de fait avant de se dire. Merci. Et ici, c'est continuer à appeler nos membres à toujours avoir la vigilance, à toujours veiller permanemment, et tous ceux qui sont un peu, je sais pas, qui n'ont pas encore rejoint les ronds-points, qui le rejoignent les ronds-points, parce qu'actuellement, l'impérialisme a choisi véritablement d'ébranler notre dynamique. Donc, il faut que tout le monde se mobilise permanemment, que nous veillons pour notre sécurité. Merci beaucoup, merci. Je rappelle que M. Lucien Zier est chargé de presse de la CNAVC, entendé par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne. On s'arrête ici pour cet entretien. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. De retour sur ce plateau, on termine cette émission avec un artiste invité et nous recevons sur ce plateau l'artiste Mpap la légende. Et à l'état civil, c'est M. Kassoum Kéré, artiste musicien burkinabé. Bonjour à vous, Mpap. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, j'espère de même chez vous. Ça va bien également. Alors, Mpap la légende ou Mister Loba, qu'est-ce que vous préférez? Bon, tous les deux. Les deux Mpap passent. la légende, c'est bon. Le Mister Loba aussi, c'est un nom de guerre. C'est un nom de guerre. Yeah. Comment vous avez eu ce nom d'artiste-là? Mpap la légende, c'est un nom qui vient de mon nom à l'état civil. Okay. Parce que mon nom à l'état civil, c'est Kéré Kassoum, qui est le nom que j'ai hérité de mon grand-père. Donc, bon, c'est de là-bas que vient Mpap en fait. D'accord. Alors, Mpap la légende, vous êtes dans la musique depuis combien d'années? Depuis quelle année? Bon, pour ne pas aller très loin, bon, disons 3 ans comme ça. Depuis 4 ans. Et pourquoi vous êtes lancé dans la musique? Bon, déjà, c'est la passion. Voilà, et je me suis lancé dans un style de musique où je peux écrire, dire des choses que je veux, que je souhaite, qui est le rap. Le rap? Oui. C'est ça votre style de musique? Oui. À la fin de l'émission, là, vous allez rapper quelque chose. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu, non? Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va parler de vos œuvres. Ça fait 4 ans. Est-ce que vous avez sorti un single ou un album? Oui, on n'a pas encore fait sortir d'album, mais on a fait sortir des singles. Okay. Voilà, donc l'actualité est marquée par la dernière sortie du single Mdata Ligdi qui est disponible sur YouTube. Donc la nouveauté, c'est Mdata Ligdi, c'est le nom du titre. Ouais. Vous parlez de quoi dans Mdata Ligdi? Disons que c'est un son, c'est un cri de guerre, Mdata Ligdi que vous connaissez déjà, qui veut dire Mdata Ligdi, je veux l'argent. Voilà, c'est un cri de guerre contre la galère. Voilà, vive l'argent en abondance. Voilà, contre le fait d'avoir l'argent aujourd'hui et puis être en galère demain encore. Voilà, avoir le bon argent, quoi. On verra si on peut voir les images de clips à travers donc, notre entretien. Mais Mpap la légende, ce clip-là, il est disponible, déjà vous avez dit. C'est quelle adresse sur YouTube? Mpap la légende, Mdata Ligdi sur YouTube. Et sur vos réseaux sociaux, c'est quoi vos réseaux sociaux? Et Facebook, Mpap la légende. Je crois que tous mes réseaux sociaux, c'est Mpap la légende. Ah, d'accord. C'est un clip que vous avez réalisé au Burkina? Oui. Maintenant, qu'est-ce que Mpap la légende souhaite pour sa carrière? Parce qu'on est au début de l'année, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez pour votre carrière musicale? Bon,
Le succès. Le succès. Voilà. Actuellement, c'est une autoproduction ou bien vous Voilà, avez une maison? autoproduction. Voilà, avec mon petit staff, mes éléments autour, et on essaie de faire les choses. D'accord. Alors, Mpape la légende, on va vous permettre de dire un mot aussi à Moré. Vous parlez Moré, non? Donc, Très bien. Très bien. Je parle le Moré, je parle le Bissa. Le Bissa aussi. Est-ce que votre musique, vous chantez en Bissa et puis en Moré? Oui. Ok. Donc, on va vous permettre de dire un mot en Bissa et en Moré. Ok, Voilà. il n'y a pas de souci. Donc, il y a beaucoup d'internats, c'est blani, souvent qui te tourne autour, qui est né en musique autour. Alors, il y a Mamla Mpapé, voilà, rappeur burkinabé. Et Mamding Rampoha, Savan Getaba, Getabton, Sahakan Wotono, et Timmy Msunomnia, et Maman Rapé, Neblen un suivre de rapa, nouvelle génération actualité. Bon, où sont en bangam, il faut me suivre de rap actualité, la fona en bang mam, faut tenir un YouTube, voilà, anti tap, Mpape la les années, les jours à ma fin jour, Mpape la les années, Gismam man. La musique parle à Yamsi, ça. La musique parle à Mamsi, et Yamdata Ligri, Mdata Ligri, ya son, ton homane, et na, bon, when Tazara ne galérie, la wena Zara ne bon, Gilsi, when la colli. De maton on tuen pame nyaka mandriela man yelbe nyakun kwa papa na mama ticket ya ligri ka ligri ni na nyaklu na mala yelle ti bureau ti faut les indi ligri ka be way. Là donc on va vous permettre de résumer ce que vous avez dit en Bissa. En Bissa. Oui. OK. Alors ngoro jeta mano da ko sino mungi lafi mono Mpape la lezane Mr. Lover. Motuma savan minin savan goron ni kun daga no roma saha ko amabe borini yermondo motuma rapper artiste rapper burkinabé voilà boronti suivre ba rap actualité ma burkina en papa be muso mundo mais boré so bon mundo kata YouTube réseau ron là à taper Mpape la légende mun chose comment dire la mon l'aide der kuma bulola hambe à directement ndata ligidi ka leta ka hamu leta bosoma musto gamboso. Ah, merci beaucoup. Yeah. Alors donc on revient en français pour terminer. Quel est le contact de votre manager pour ceux qui veulent Mpape la légende sur la scène pour des événements? C'est les 76 00 et 92 79. Rappelez. 76 00 92 79. D'accord. Quel est votre appel à l'endroit de vos fans aujourd'hui? Mon appel à l'endroit de mes fans, déjà je leur dis merci beaucoup, voilà, pour toute la force, puisque bon, depuis le début, pour ceux qui m'ont suivi depuis jusqu'au moment, ils m'ont donné la force. Voilà, c'est grâce à aussi ça qu'on a eu la force de persévérer jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je lance encore un appel, voilà, de continuer à soutenir le rap. Pas seulement que moi, il faut continuer à soulever le rap burkinabé de cette nouvelle génération pour que ça puisse aller loin. Et surtout aller streamer, aller booster mon nouveau projet Mdata Ligidi. On est ensemble. Merci. Acapella pour finir? Acapella pour finir. C'est kale benton les jino monto nous pas qui ma mère ta meto ma mère nous pas ka boum kale benton qui te mam les jino kunye la fi sambe bala mama na wani no soka wakata levra senka wasunda gomti luga ne kenda in so ni jinga e biga weda nyoga in le so baba ya bossa a papa yin ya talga ka nom ton la ton ka kishi la rotile ya talga so ala wende yin la gossa tanti wo yete mo ton tenge rogo meka yelle ton rogo meka nongo ma habibu yin la yella am ganda suura rogo mo sam datam me itaza datam bon som sous la femme ouais tonton watou célibataire depuis l'époque où les gens disent que femme me versée j'ai frappé jusqu'à qui ça m'a dégoûté maman vie sa belle fille mais dites-moi elle est où j'ai promis à la belle vie d'être un jour au rendez-vous l'homme de Dieu qui voulait me délivrer n'a pas si par quoi commencer je ne dirais pas amen si l'argent manque dans tout CV sana ning mam do rapini sing ne wonna lokanda wani mai balam data ligidi nyaka man dépense avant ticket ya ligidi papa na mama Mpape la légende bravo merci et bonne carrière à vous merci à vous. Surtout, alors on va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin. C'est terminé pour l'émission Bonjour le Faso. Merci à vous qui nous avez suivis. À demain. Cuse.